Alors, je suis très heureux d'ouvrir ce colloque qui couronne une année d'expérience un peu novatrice, une expérience en ligne du blog Covid-1. Alors, bien sûr, ce bonheur d'ouvrir le colloque va avec quelques réserves, puisque nous aurions tous préféré ne pas avoir à affronter cette pandémie qui a perturbé nos vies personnelles, académiques et sociales, et qui nous a amené une coupure avec ce que nous appelons désormais le monde d'avant. Mais nous n'avons pas eu le choix, il a fallu s'adapter à des circonstances exceptionnelles et qui se sont faites sentir dans le monde entier, pas seulement en France bien évidemment, et dans les Amériques au premier chef. Donc partout et tout au long de l'année qui vient de s'écouler, la pandémie a amené un mélange entre des éléments nouveaux et des structures et des outils qui étaient anciens et qui existaient préalablement. Et ça a été le cas dans les Amériques où on a vu jouer des lignes de fracture qui existaient déjà. Elles ont joué ou joué à nouveau durant cette pandémie. Mais ces éléments anciens ont aussi pris des formes parfois nouvelles, révélant de nouvelles adaptations et éventuellement de nouvelles opportunités. Et je pense qu'on peut regarder la tenue de ce colloque en ligne sous la forme d'un webinaire, chose à laquelle nous n'étions pas du tout habitués il y a une année et que nous avons pris le pli. Et même chose pour l'expérience du blog, nous pouvons regarder ça en fonction de ce même prisme entre ce qui est nouveau et les outils plus anciens. Il a fallu s'adapter pour inclure la COVID-19 dans nos cadres d'interprétation, dans ce qui nous était familier. Il a fallu s'adapter à de nouveaux outils, je parlais des webinaires, il a fallu s'adapter à de nouvelles manières de faire et parmi celles-ci, on peut citer les billets de blog, par exemple, qui permettent une publication plus rapide, plus souple. Donc, beaucoup de ces outils existaient déjà avant, en fait, mais la pandémie nous a obligés à y recourir plus et plus souvent. Elle nous a aussi obligés à inclure la pandémie elle-même dans le champ de nos investigations, à regarder plus dans le temps court, peut-être que ça a été sans doute le cas auparavant, dans ce fameux monde d'avant. Et il est clair que suivre un phénomène social au développement rapide, donc durant le moment où il s'accomplit, est quelque chose d'un petit peu risqué. Il faut risquer des hypothèses, il faut se priver du recul que l'on pourrait avoir face à des temporalités plus longues ou face à l'expérience qui nous permettrait de mieux interpréter des trajectoires plus classiques. Et dans le même temps, c'est peut-être dans ces moments-là que l'expertise en sciences humaines et sociales que peut proposer le monde académique est la plus importante, puisque c'est le moment où elle répond à une demande extrêmement forte, les sociétés souhaitant avoir plus d'informations sur où on va et qu'est-ce qu'il se passe. Donc, de la même manière que la nouveauté des circonstances n'a pas remplacé les structures plus profondes dans les sociétés que nous observons, particulièrement les sociétés américaines, la production académique nouvelle que nous voyons et dont le blog a été le témoin doit aussi conserver des éléments du monde précédent, et en particulier la valeur de l'expertise académique et les canons de la preuve, qui sont des critères indépassables de ce que nous faisons. Alors, marier la rapidité d'analyse et les canons de la preuve, c'est bien évidemment un défi, et c'est donc le résultat en est un hybride, un mélange de tous ces éléments, donc il ne remplacera pas ce qu'il y avait précédemment. Nous continuerons d'écrire des articles plus longs et de raisonner sur un temps plus long, mais en même temps, ces formes plus souples et qui accompagnent au jour le jour peuvent compléter ces analyses. Enfin, c'est en tout cas l'espoir qu'on peut former. Au long de son année d'existence, le blog Covid-1 a permis la publication d'environ 120 billets pour à peu près autant d'auteurs. Il a rencontré un lectorat, nous pensons, assez large, avec 73 000 vues sur le site français, une douzaine de milliers de vues sur les billets traduits en anglais. Et les retours largement favorables que nous avons eus dans la communauté universitaire, mais aussi au-delà, nous ont montré qu'il répondait à une attente d'une expression plus rapide et plus exploratoire de ceux qu'on appelle les spécialistes, et nous cherchons tous à être. C'est ce que démontrent aussi d'autres expériences du même type. On peut faire allusion, par exemple, au blog The Conversation, qui est assez suivi, ou à des blogs qui sont dédiés spécifiquement à la question des Amériques, à la London School of Economics. Sans doute, à la différence des autres exemples dont je viens de parler, le blog Covid-1 est d'une nature plus périssable. On peut espérer que la pandémie finira par disparaître. Est-ce que ce sera cet été? Est-ce que ce sera cet automne? Est-ce que ce sera au printemps prochain? Nous verrons.
Mais malgré tout, le focus que nous avons pour le moment sur la pandémie devra à un moment laisser la place à d'autres focus, à d'autres focales que nous pourrions expérimenter. Donc l'expérience de ce blog viendra à son terme à un moment ou à un autre, et peut-être pour donner lieu à un projet plus permanent en fonction des demandes et des attentes qui pourront s'exprimer. En attendant, je voudrais profiter de cette séance d'ouverture pour remercier toutes celles et tous ceux qui ont rendu l'aventure du blog possible. Au premier chef, l'équipe de l'Institut des Amériques, avec Marion Magnan, Guillermo Vargas, Lou Renaudino et Louis Legendre, qui ont géré les relations avec les auteurs, la plateforme web et la communication. Remercier notre collègue Rose Gossett de l'IRL iGlobes, qui a fait réaliser elle-même toutes les traductions des billets et la maintenance de la version du site web en anglais. Et remercier l'ensemble des auteurs qui ont contribué avec leurs billets au succès de notre blog, et également à nouveau à l'équipe IDEA qui est en train de gérer ce webinaire juste en ce moment. Le colloque lui-même a compté avec l'aide et le soutien du comité scientifique, Hervé Théry, Capucine Boisdin-Caravas, Claudia Damasceno, Fonseca et Laurent Carouet. Nous souhaitons également remercier les institutions qui ont apporté qui ont supporté le blog, le colloque et la publication qui viendra à l'issue, l'Institut des Amériques, l'IRL iGlobes, l'Université Sorbonne Nouvelle, l'UMR Monde Américain. Donc, c'est grâce à ce soutien que nous pouvons espérer avoir une publication qui reprendra les communications ou la plupart des communications qui seront présentées dans les 2 jours qui viennent. Sur une note infiniment plus triste, ce colloque est pour nous aussi l'occasion de nous souvenir de notre collègue Nelly Aparecida Di Meloteri, qui était membre du conseil scientifique et qui nous a brutalement quittés en ce début de mois d'avril, alors que nous espérions tous pouvoir partager avec elle ces moments. Voilà, donc au nom du comité scientifique, mais aussi, je suis sûr, de tous les participants à ce colloque, je tiens à exprimer à Hervé toute notre sympathie face à la douleur terrible de la perte qu'il ressent en ce moment. Une pensée également pour Laurent Carouet, membre du conseil scientifique, qui est actuellement en convalescence de la Covid, parce que bien évidemment, le suivi scientifique n'est pas exempt de la vie réelle, et ces 2 événements nous permettent de le sentir. Alors, notre colloque va se dérouler sur 2 après-midi, aujourd'hui et demain, et il oscillera entre une focale qui sera plus réglée sur les Amériques et un champ plus large visant à comparer ce qui se passe dans le continent américain ou ce qui s'est passé dans le continent américain par rapport à d'autres situations et à d'autres continents. Donc, le programme se trouve sur le site du blog et j'invite tous les participants à le consulter pour voir les thématiques et les titres des communications. Nous aurons dans quelques minutes une séance d'introduction par Frédéric Keck qui replacera la pandémie dans son contexte et dans celui d'alerte précédente. Puis ensuite, nous aurons 4 tables rondes qui exploreront diverses dimensions de la crise des Amériques. Nous aurons une 5e table ronde demain à 18 h qui sera l'occasion de prendre du champ et de comparer avec d'autres aires géographiques et culturelles grâce au concours, et je tiens à les en remercier, de collègues appartenant aux autres groupements d'intérêt scientifiques d'études dites AREAL, donc le GIS Moyen-Orient et Monde musulman, le GIS Études africaines et le GIS Réseau Asie. Donc, les présentateurs des tables rondes qui auront lieu avant cette table ronde finale pourront, nous l'espérons, se connecter, participer aussi à ce débat autour de la spécificité, ou non d'ailleurs, du continent américain face à la pandémie. Alors, en parlant des intervenants, je tiens à les intervenants et intervenantes, je tiens à les remercier. Ils vont se succéder aujourd'hui et demain devant vous. Et je dois dire que je les remercie doublement déjà pour intervenir pendant le colloque, mais également parce qu'ils ont accepté ou elles ont accepté de se plier à des règles du jeu un petit peu différentes de celles qu'on a dans un colloque académique habituel. Il y avait les circonstances de la rapidité, de la réflexion à chaud. Il n'est pas facile d'essayer de penser ou de suivre un phénomène au moment où il se produit. Il est bien évidemment beaucoup plus confortable d'analyser avec du recul. Et par ailleurs, suite aux contributions qui avaient été faites sur le blog, nous avons pris l'initiative de solliciter certains d'entre eux en leur suggérant des rapprochements, des associations avec d'autres auteurs. Donc, beaucoup de ces présentations sont à 2 ou 3 ou 4 personnes. Et donc, c'est là encore une manière de travailler, une manière de faire qui est un petit peu différente. Ça n'était pas facile. Donc, c'était rajouter une difficulté supplémentaire. Et nous souhaitons vraiment féliciter les contributeurs qui s'y sont pliés.
Et maintenant, je vais passer la parole à Frédéric Keck, directeur de recherche au CNRS, que je remercie beaucoup d'avoir accepté de faire cette session d'ouverture de notre colloque. Frédéric travaille au laboratoire d'anthropologie sociale. Il est spécialiste notamment de la réponse des sociétés asiatiques face à la grippe aviaire et donc, il était spécialiste des pandémies avant la pandémie. Il est auteur de nombreux livres, notamment plusieurs, enfin deux principalement parus en 2020, l'un qui s'appelle Les Sentinelles de la pandémie et l'autre qui s'appelle Signaux d'alerte. Et vous voyez que donc Frédéric est particulièrement dans l'actualité pour nous parler de son thème, à savoir la crise du SRAS nous avait-elle préparé à ce qui nous a touchés depuis avril 2020. Merci François-Michel et merci aux organisateurs pour leur invitation. Donc, je dois l'honneur de cette conférence d'ouverture au fait que je ne suis pas spécialiste des Amériques, mais bien des crises sanitaires, de leur succession et en particulier de leur anticipation dans la surveillance des maladies animales. J'ai travaillé sur la vache folle en Europe, la grippe aviaire en Asie et j'ai donc découvert les virus SRAS qui se sont succédés depuis le SRAS de 2003 jusqu'à la Covid-19. Et donc, je voudrais partager avec vous quelques réflexions sur les leçons qui ont été tirées de ces crises sanitaires et en particulier la possibilité de se préparer à la prochaine pandémie. Alors, un petit rappel sur les coronavirus dits zoonotiques, hein, c'est-à-dire qui se transmettent d'une espèce animale à une autre. Ça fait une trentaine d'années qu'on connaissait les coronavirus chez les bovins ou chez les porcins. C'est des virus qui étaient très peu étudiés chez les humains, qui causaient des maladies assez bénignes. Mais on a découvert donc à l'occasion de la crise du SRAS que ces coronavirus pouvaient se transmettre des animaux aux humains et qu'ils trouvaient leur réservoir chez les chauves-souris qui ont des systèmes immunitaires très performants, leur permettant d'héberger un grand nombre de virus. On le sait depuis la rage, bien sûr, mais aussi Nipah, Endra. Et donc, ces coronavirus, ces virus qui ont des couronnes, qui sont donc ces petites protéines spike qui leur permettent de s'accrocher dans dans les cellules respiratoires, de l'appareil respiratoire. Ces coronavirus mutent de façon asymptomatique chez les chauves-souris et se transmettent par des animaux intermédiaires. Ça a été le rôle de la civette palmiste dans les marchés du sud de la Chine en 2003, du dromadaire au Moyen-Orient en 2012, même si on n'a pas trouvé chez des chauves-souris de coronavirus qui expliquait l'apparition de ce MERS-CoV. Et puis, on a trouvé des virus très proches du SARS-CoV-2 chez des rhinolphes du Yunnan, mais vous savez qu'on n'a pas encore formellement identifié l'animal intermédiaire. Plusieurs candidats ont été examinés, le pangolin, le vison et d'autres seront encore inspectés. Alors, ce qui est intéressant en termes de leçons, c'est que à chaque fois qu'un virus devient zoonotique, qu'il franchit les barrières d'espèces, et c'est vrai également chez les coronavirus, il mute, il adopte des comportements imprévisibles. Les coronavirus étaient jusque-là considérés comme assez stables parce que c'est d'assez gros virus entourés par cette couronne, à la différence des virus de grippe, par exemple. Mais on voit que quand le coronavirus infecte une population humaine de façon large, ces mutations produisent ce qu'on appelle donc des nouveaux variants. Alors, les comportements du coup de ces trois coronavirus zoonotiques sont assez différents. Le SARS-CoV-2 a une létalité de 10%. Il a infecté 8000 personnes, dont 800 sont décédées. Et il s'accroche dans les cellules de l'appareil respiratoire profond, ce qui fait qu'on détecte assez vite ces symptômes. C'est donc des personnes qui vont expectorer, et la transmission se fait notamment par les crachats, par tout ce qui sort de l'appareil respiratoire profond. Et donc, au bout de 2-3 jours, on a effectivement une détection des personnes infectées, ce qui a permis de contenir cette épidémie qui est restée essentiellement centrée sur le continent asiatique. Le MERS-CoV de 2012 a une létalité plus forte,
Il y a des études qui sont faites sur les populations donc, de la péninsule arabique qui ont été infectées surtout par le contact avec des chameaux, avec des dromadaires, donc notamment par la consommation de lait. Il y a des phénomènes de consanguinité qui ont pu expliquer que ce soit resté centré sur les populations de la péninsule arabique. Donc, on a eu à peu près 2000 cas et 800 morts, donc le même nombre de morts que pour le SARS-CoV de 2003, mais une létalité beaucoup plus forte. Et puis le SARS-CoV-2, quand on l'a vu apparaître à Wuhan en décembre 2019, on a vu que sa létalité était assez faible et elle est restée assez faible, entre 0,5 et 1% selon les pays infectés. Mais par contre, sa transmission interhumaine a été très forte, notamment parce qu'il peut s'accrocher aux cellules de l'appareil respiratoire superficiel, et il se transmet par des aérosols, donc sans expectoration, simplement par le fait de parler. Et donc, on peut rester asymptomatique pendant 2 à 3 semaines, ce qui a favorisé donc cette transmission silencieuse au cours de ces 2 dernières années. Alors, ça, c'est pour la partie virologique. Si on considère maintenant la partie plus sociologique, la crise du SRAS a été vécue par le continent asiatique comme un 11 septembre. C'est vraiment la métaphore qui revient chez la plupart des commentateurs, parce qu'un virus qui se transmettait silencieusement par les animaux sauvages a causé des dégâts très importants, très visible dans des sociétés hyper connectées qui redécouvraient la capacité des épidémies à bloquer le fonctionnement des sociétés libérales, hein, qui reposent sur la circulation des personnes. Et donc, il est assez important de rappeler que le SRAS a été d'abord détecté à Hong Kong en janvier 2003, même si les premiers cas sont apparus à Canton en décembre 2002. Mais la Chine a pendant longtemps dénié la nouveauté de ce virus, l'a expliqué par une bactérie, alors que les spécialistes de Hong Kong, on peut assez vite identifier la nouveauté de cette épidémie par un coronavirus. Hong Kong, du fait de sa densité, a été assez impacté avec euh, plus de 1700 cas et 300 décès, mais l'épidémie est restée vraiment centrée sur la Chine avec 5300 cas. Et la Chine était dans un contexte politique particulier qui était un congrès du Parti communiste au moment de la transition de Jiang Zemin à Hu Jintao, et donc a mis beaucoup de temps à réagir. Et à partir du mois de mars 2003, des mesures très fortes ont été prises en Chine, notamment la construction d'hôpitaux dédiés aux maladies respiratoires et la mise en quarantaine des patients infectés. Ce qui a été assez remarquable aussi, c'est que c'est la rapidité de la diffusion de ce virus à d'autres territoires connectés à la Chine. Donc, on a vu le rôle de la diaspora chinoise, donc Taïwan, Singapour, le Vietnam, qui a très vite contenu l'épidémie à la région frontalière en concentrant tous les cas dans un seul hôpital. La Thaïlande a été impactée, la Corée du Sud très peu, mais je l'ai mise pour rappeler que c'est plutôt son exposition au MERS-CoV en 2012 qui l'a impliqué davantage dans la surveillance des coronavirus. Et puis, un foyer en dehors du continent asiatique, au Canada, à Toronto, où il y a une diaspora chinoise importante. Alors l'effet 11 septembre, c'est pas seulement cette diffusion rapide par avion, avec un médecin qui expectore dans un hôtel à Hong Kong où les patients, les, ceux qui occupent des chambres dans cet hôtel vont prendre l'avion le lendemain pour diffuser le virus dans tous ces pays. C'est pas seulement cet effet très vif, c'est aussi que les infirmières, le personnel hospitalier a été très exposé à cette maladie. Et donc, à Hong Kong ou à Canton, vous avez beaucoup de monuments, d'expositions qui rappellent la charge qu'a été pour le personnel hospitalier cette maladie.
un peu comme ce fut le cas pour les pompiers de New York qui ont dû faire face à l'effondrement des tours le 11 septembre 2001. Donc des héros anonymes, tous ces infirmiers, et puis des héros lanceurs d'alerte, comme Zhong Nanshan, qui était le directeur de l'Institut des maladies respiratoires de Canton, qui a envoyé les premiers échantillons aux virologues de Hong Kong qui ont pu détecter la nouveauté de ce virus. Et puis à Pékin, un médecin militaire qui a alerté Tameija sur le fait que la Chine avait caché des patients dans les hôpitaux. Et ces lanceurs d'alerte ont été réhabilités ensuite, mais ils ont pris beaucoup de risques au moment où ils ont donc annoncé la nouveauté de cette crise. Alors, cette crise a été en fait une victoire pour l'Organisation mondiale de la santé parce qu'elle a coordonné les laboratoires de virologie en Europe, en Asie, aux États-Unis, en temps réel avec les nouvelles technologies de l'information. Donc, c'était les premières réunions en vidéoconférence. Euh, et elle a lancé des missions d'investigation en Chine, donc notamment à Pékin, où les patients ont été cachés aux observateurs de l'OMS, avec cette prise de conscience que la puissance émergente est un lieu d'émergence de nouveaux pathogènes. On avait des virus émergents jusque-là en Afrique centrale, et on se rend compte que la Chine, du fait de la densité de sa population et de sa connexion avec le reste du monde, est un lieu d'émergence et de diffusion importante de nouveaux pathogènes, et donc la Chine doit être associée à la régulation internationale. C'est ce qui explique que donc la directrice de l'OMS au moment de la crise du SRAS, Gro Harlem Brundtland, qui était l'ancienne Premier ministre de Norvège, a une position très offensive par rapport à la Chine, a refusé toute conciliation, mais elle a été remplacée donc en 2005 par Margaret Chan, qui avait géré la crise du SRAS à Hong Kong, où elle était directrice du département de la santé. Margaret Chan a ensuite mis en application le règlement sanitaire international qui a été adopté par l'OMS en 2005 à la suite de la crise du SRAS, avec l'obligation de déclaration des épidémies présentant des menaces pour la sécurité globale. Aucun pays de l'OMS ne peut considérer qu'une épidémie ne relève que de sa souveraineté nationale, et puis une standardisation des niveaux d'alerte pandémique, et donc l'application de ce qu'on appelle les mesures de préparation aux prochaines pandémies, avec des niveaux d'alerte qui permettent de bloquer l'épidémie, si possible au niveau animal, et puis sinon dans son foyer d'émergence. Alors, on a vu aussi la diffusion du masque chirurgical dans l'espace public, qui était une mesure adoptée déjà en 1910 pour la peste pneumonique grâce au médecin chinois Wu Liante, et qui était restée donc dans la mémoire des sociétés asiatiques et est revenue au moment du SRAS, donc sans obligation gouvernementale. On porte le masque pour se protéger des maladies respiratoires, mais aussi de pollution atmosphérique, avec l'idée que ces grandes villes très denses, Hong Kong 2 millions d'habitants, Shanghai 10 millions, sont des lieux très, très forts de diffusion de l'épidémie. Et aussi cette prise de conscience, bien sûr, que ces grandes villes peuvent arrêter leur activité si un virus passe par l'air. La crise du SRAS a aussi mené à des mesures de surveillance des réservoirs animaux. Ça a été la leçon tirée par l'équipe des microbiologistes de Hong Kong, qui s'était mise en place en 1997 avec le virus de grippe aviaire H5N1, et qui en fait prenait le relais d'une précédente équipe de virologues australiens installés dans les années 1970, qui justement préparait la prochaine pandémie de grippe en surveillant les oiseaux. Et donc, ils ont publié un article en 2003 pour dire que le rôle de Hong Kong comme sentinelle de la grippe aviaire, par la surveillance des oiseaux, était transféré à d'autres maladies animales, notamment ces coronavirus venant des chauves-souris. Ça a conduit à transférer ce rôle de sentinelle de Hong Kong aussi vers le centre de la Chine, avec la construction d'un laboratoire de biosécurité niveau 4 à Wuhan,
où des virus de chauve-souris étaient collectés et conservés. Donc ce laboratoire construit avec l'aide de la France a été dirigé par Cho Jung-lee, qu'on appelle aussi Batwoman, et qui collectionne échantillonne des virus des coronavirus dans le Yunnan. On la voit ici avec une chauve-souris. Donc, surveillance des réservoirs animaux avec l'idée de bloquer, d'identifier des souches qui peuvent passer aux humains et de bloquer la pandémie au niveau animal. Et puis, troisième mesure de préparation en pandémie, des simulations, donc des exercices de type militaire dans des lieux où des patients infectés par un virus pandémique peuvent rencontrer d'autres personnes. Alors ici, c'est dans un hôpital avec des simulateurs qui vont construire un scénario, qui vont éventuellement changer les rôles au cours de l'exercice. Mais ces exercices peuvent aussi avoir lieu dans des fermes, dans des aéroports ou aussi dans des bâtiments résidentiels, puisque la crise du SRAS a montré le rôle des voies d'évacuation des déchets dans la transmission des virus d'un appartement à un autre, un raisonnement qu'on a ensuite appliqué à une sorte de réforme du paysage urbain dans les grandes villes chinoises. Alors, deux dernières diapositives. Ces techniques de préparation aux pandémies venaient en fait d'Amérique. Je cite ici le travail de mon collègue Andrew Lakoff sur donc la généalogie de la preparedness. Elles avaient été inventées par la défense civile au moment de la guerre froide dans l'anticipation d'une attaque nucléaire, et elles ont été transférées à la fin de la guerre froide à ce qu'on appelle la menace générique, c'est-à-dire toutes les catastrophes dont la probabilité n'est pas calculable, mais dont les effets peuvent être imaginés, anticipés. Donc ces techniques de l'imagination, je les distingue à travers les 3 S, les sentinelles, donc les signaux d'alerte précoce, c'est ce qu'on a vu sur le rôle de Hong Kong ou de Wuhan comme lieu de surveillance, la simulation par des scénarios du pire cas, ou le stockage de biens prioritaires comme des masques ou des vaccins. Ce qui m'amène donc à un diagnostic. Pourquoi les leçons du SRAS n'ont-elles pas été étendues ou entendues au monde entier? Alors, je reprends les 3 notions de techniques de préparation. La sentinelle n'a pas lancé l'alerte de façon efficace. On a eu très rapidement les informations sur la séquence génétique du nouveau coronavirus, mais les systèmes de santé publique à Wuhan n'ont pas véritablement transmis l'information sur la nouveauté des symptômes et leur ressemblance avec le SRAS de 2003. On sait que les lanceurs d'alerte n'ont pas un statut en Chine comme ça peut être le cas en Europe ou aux États-Unis. Deuxièmement, les simulations d'urgence épidémique n'ont pas intégré suffisamment les populations, d'où l'effet de sidération qu'on a eu en Europe ou en Amérique. En Asie, ces images de pandémie avaient été bien diffusées par les médias. En Europe ou aux États-Unis ou en Amérique, il y avait davantage de scepticisme par rapport à cette configuration de la pandémie comme un événement de type terroriste, avec ses conséquences catastrophiques, ces super spreaders qui explosent au milieu des villes. Et donc, il y a un problème d'articulation entre les différentes temporalités des catastrophes, l'attentat terroriste qui est extrêmement rapide et très visible, l'épidémie dont on voit qu'elle prend un temps plus long pour finir, et puis les catastrophes écologiques qui sont la cause de ces épidémies, l'élevage industriel, la déforestation ou le changement climatique. Enfin, le stockage des masques et des vaccins n'a pas fait l'objet de débats sur leur coût, euh, notamment donc, en Europe, où le stockage des vaccins pour la grippe a fait l'objet de mesures bureaucratiques sans être vraiment démocratisé. À Taïwan, par contre, c'est au Parlement que l'on débat sur le renouvellement des stocks de vaccins ou de masques, et donc il y a eu une tension entre la logique des flux des sociétés libérales et la logique des stocks, qui est au centre de cette rationalité de la préparation, ou bien entre marchandises privées et biens publics, qui est au centre de la question du vaccin. Donc voilà, je résiste en tant qu'anthropologue à expliquer la préparation aux pandémies par des caractéristiques des sociétés asiatiques comme leur discipline,
ou la capacité à porter des masques, à suivre les mesures gouvernementales. Il me semble que c'est effectivement l'impact très fort de la crise du SRAS sur ces populations qui leur a permis de débattre sur les préparations aux pandémies de façon plus vigoureuse et peut-être même plus démocratique que les sociétés d'Europe ou d'Amérique.